Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette masterclass Arte Éducation en direct d'Arte Studio où nous accueillons aujourd'hui plus de 100 classes connectées à travers toute la France. Je suis Mathilde Sax, responsable de l'accompagnement et de la communication pour Arte Éducation. Aujourd'hui, nous accueillons Émilie Aubry et Julien Lebotte pour un programme ambitieux, Réviser le monde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et bonjour à tous. Émilie Aubry, vous êtes rédactrice en chef et présentatrice de l'émission phare d'Arte, Le Dessous des cartes. Julien Lebotte, vous êtes l'adjoint d'Émilie Aubry. Absolument. Dans cette émission, vous décryptez les rapports de force nationaux et internationaux en vous appuyant sur un seul élément visuel, les cartes de géographie. Chaque sujet propose une analyse politique et géopolitique surtout pointue et synthétique, abordant notamment l'économie, la stratégie, la technologie ou encore les enjeux environnementaux. Alors, à l'heure où le monde est en perpétuel mouvement, où les rapports de force entre pays évoluent d'heure en heure, comment l'émission du Dessous des cartes s'adapte-t-elle pour répondre aux interrogations du monde ? Tout d'abord, merci beaucoup aux équipes d'Éducarte et à tous les enseignants et tous les lycéens qui sont avec nous ce matin d'avoir organisé cette rencontre. Et vous l'avez dit Mathilde, on est en train de vivre en temps réel des bouleversements historiques majeurs avec des éléments inquiétants et d'autres, on trouve en tout cas avec Julien, qui donnent un peu d'espoir. On aura l'occasion d'y revenir. Donc pour raconter ce monde-là, ce monde en plein changement, on a cette chance aujourd'hui au-dessous des cartes de pouvoir proposer plusieurs formats. Alors il y a bien sûr l'émission du samedi, qui a été longtemps diffusée le samedi et qui maintenant est diffusée le vendredi à 19h30. C'est l'hebdomadaire du Dessous des cartes. C'est notre format long, un peu plus de 12 minutes, une émission qu'on fabrique sur le temps long avec des chercheurs, avec des universitaires, des géographes, des cartographes et ça donne ces 12 minutes très condensées, très précis qui constituent au fond une formidable bibliothèque dans laquelle on peut aller puiser pour ensuite faire des déclinaisons du Dessous des cartes. Alors on a aussi l'essentiel du Dessous des cartes, c'est maintenant notre rendez-vous quotidien, version courte, donc 3 minutes 30, qui sont diffusés tous les soirs du lundi au jeudi à 20h45 et je sais que vous êtes nombreux à aller regarder ce format aussi sur nos supports numériques et notamment sur notre chaîne YouTube qui compte aujourd'hui plus de 900 000 abonnés. Et alors ce format-là, on le fabrique du matin pour le soir. Donc ça nous permet vraiment d'aller identifier ce qui fait le temps fort, la grande actualité du jour. Et puis on a aussi nos leçons de géopolitique, un format auquel on est très attaché avec Julien. C'est Julien en particulier qui m'aide à préparer ce format. Donc on va aller dénicher avec Julien la personnalité, c'est-à-dire le journaliste ou le géopolitologue ou l'économiste, qui nous semble vraiment le plus pertinent pour comprendre un temps fort de l'actualité de la semaine. On a aussi, et j'y tiens beaucoup bien sûr, nos atlas, nos livres. Je suis sûre que vos enseignants au moins les connaissent et peut-être certains d'entre vous. C'est à peu près tous les 2 ans en librairie. Et le dernier, c'est une sorte de croisière géopolitique sur les océans du monde. Et puis on a nos reportages, nos spéciales 2 fois par an. On va sur le terrain, on va sur l'un des points chauds du globe. On y reviendra tout à l'heure, je vous raconterai mon dernier voyage. Et puis, le petit dernier de la famille du Dessous des cartes, on a la newsletter. Et ça, c'est Julien, encore une fois, qui s'en occupe et qui en parle le mieux. Voilà, alors la newsletter, c'est un rendez-vous hebdomadaire. C'est tous les samedis matins que les abonnés la reçoivent. Donc, elle arrive à 10h30 dans les boîtes mail. Et pour la recevoir, elle est gratuite. C'est très simple. Il suffit de s'abonner. On fera même un petit atelier à la fin de cette masterclass pour que vous puissiez vous-même vous abonner. En tout cas, c'est un rendez-vous qui vous propose une sorte de retour sur l'actualité géopolitique de la semaine. Il y a des liens, des vidéos à regarder, des cartes de la semaine. Enfin voilà, un rendez-vous aussi riche que possible pour prolonger tout le travail qu'on fait ensemble avec les autres vidéos. Et pour réviser le monde. Bien sûr. Pour aujourd'hui, donc, vous avez choisi 6 essentiels du Dessous des cartes afin d'aborder les principaux enjeux géopolitiques actuels. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, on a essayé de construire une espèce de conférence virtuelle. Alors conférence, je sens que le mot est un peu rébarbatif pour certains d'entre vous. On va dire plutôt un programme pour réviser le monde puisque je sais que la période des examens et la période du bac approche et je m'adresse tout particulièrement à tous les brillants AGGSP qui nous regardent aujourd'hui. On va essayer de revenir sur les temps forts qu'on est en train de vivre depuis maintenant plusieurs semaines, à la fois de l'actualité très récente, vous allez voir, et puis aussi ce qu'on appelle des grandes lignes de partage du monde contemporain. On va parler de l'IA, on va parler du climat. Mais j'ai choisi pour commencer, évidemment, cette séquence historique. On sait que cette image, elle est déjà rentrée dans les livres d'histoire. On est dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Il y a Donald Trump, il y a son vice-président, J.D. Vance, et il y a Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, c'est-à-dire d'un pays envahi
par la Russie quasiment depuis 11 ans, puisqu'en fait cette invasion elle a commencé depuis 2014. Et ce dirigeant ukrainien, habitué depuis le début de cette guerre à être soutenu, aidé militairement par les États-Unis, comprend que quelque chose est en train de changer, comprend que ce qu'on appelait depuis 1945 la Pax Americana, c'est-à-dire la garantie que les États-Unis protégeaient le monde libre, protégeaient les démocraties, créait ce qu'on a appelé le multilatéralisme, respectait les Nations Unies, respectait le droit international, et bien ce jour-là, on comprend que Donald Trump, en réalité, a plutôt envie de jouer le jeu de Vladimir Poutine. Alors on est revenu sur cette image-là, mais on a aussi voulu revenir sur l'image d'après, et celle-là, elle donne de l'espoir, les Européens qui réalisent en effet qu'ils vont devoir se réorganiser sans l'Amérique, et qui font cela à vitesse grand V, avec le sommet de Londres, vous allez voir. On revient sur ces images-là. Évidemment, ces images, elles sont déjà dans les livres d'histoire et elles se racontent avec des cartes. Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. C'est une image qui marque une rupture fondamentale quand l'Ukraine de Zelensky, pays démocratique, agressé par une dictature, la Russie de Poutine, se retrouve accusée d'être le pays faiseur de guerre par le président des États-Unis, soit le pays qui, depuis 1945, était censé garantir un ordre mondial posant comme norme commune le droit international et la démocratie. À cette séquence de la Maison-Blanche, il faut ajouter l'image de ce sommet hier à Londres réunissant 15 pays autour du président Zelensky. Alors on a voulu revenir sur ce week-end qui, pour reprendre les mots du Premier ministre britannique, raconte un monde où tout a changé. Sortons nos cartes. Revenons d'abord sur la fureur de Trump à la Maison-Blanche. En cause, une carte, celle des minerais stratégiques ukrainiens. Trump veut un droit d'exploitation. Kiev n'est pas contre, mais réclame en échange une garantie de sécurité des États-Unis que ne lui donne pas à ce jour Washington. À présent regardez, une partie de ces minerais sont situés dans des zones du territoire ukrainien occupées par la Russie. Poutine a déclaré le 24 février dernier que la Russie était ouverte à des projets avec Washington pour exploiter certaines réserves. La revue Grand Continent y voit la préparation d'un méga deal russo-américain sur les terres rares. Alors face à cette nouvelle entente Washington-Moscou qui rompt avec 80 ans d'alliance, on a assisté ce week-end à une autre recomposition. Voyons laquelle. C'était dimanche à Londres. 15 pays réunis autour de Zelensky, la plupart membres de l'UE, mais avec aussi le Royaume-Uni, de retour dans le jeu européen, malgré le Brexit en 2020. Et 3 autres pays, eux aussi non membres de l'UE, mais membres de l'OTAN, le Canada, la Turquie et la Norvège. Les Britanniques ont annoncé un plan, un prêt de 2,74 milliards d'euros aux Ukrainiens pour soutenir leur capacité militaire. Cet argent serait remboursé grâce aux actifs russes gelés depuis 2022. Londres, qui veut ainsi aider Kiev, a acheté des missiles de défense aérienne, lesquels seraient en partie produits dans cette usine du français Thales installée à Belfast. Le plan rappelle aussi une évidence, les négociations ne pourront avoir lieu sans les Ukrainiens. Il prévoit également, après toute signature d'accord, une coalition de maintien de la paix composée de pays volontaires qui garantirait des soldats sur le sol ukrainien et une défense aérienne. L'Europe doit faire le gros du travail, a résumé Keir Starmer, le Premier ministre britannique, même s'il veut croire encore en l'allié américain. Et puis il y a cette proposition française, une trêve d'1 mois dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. Enfin, pour Emmanuel Macron, l'objectif des Européens doit être de fixer autour de 3 à 3,5% du PIB le budget défense de chaque État membre. Et jeudi, à Bruxelles, aura lieu un sommet exceptionnel des 27 afin que la défense européenne, émancipée de la tutelle américaine, passe des paroles aux actes. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Donc merci, on commence à avoir des questions qui apparaissent dans le chat. N'hésitez pas à les poser tout au long de la masterclass, on prendra le temps d'y répondre. Pour commencer, une question qui est sur toutes les lèvres depuis déjà plusieurs semaines. Pensez-vous que la France va entrer en guerre ?
Oui, ça, bien sûr, on comprend que ce soit la grande question parce que jamais, comme ces derniers jours, le mot guerre n'est autant réapparu dans les débats à la télévision, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, moi, j'aime bien répéter quelque chose que j'ai entendu ces derniers jours et je trouve que ça résume parfaitement la situation. On n'est pas en guerre, mais on n'est plus en paix. Et ça me semble une nuance vraiment intéressante à souligner. C'est-à-dire qu'on a maintenant clairement identifié qu'il y a une menace, que cette menace, c'est la Russie de Vladimir Poutine. Alors ça, ce n'est pas une opinion quand je dis cela. C'est se fonder encore une fois sur l'histoire et sur la géographie. On sait maintenant que depuis le début du XXIe siècle, Vladimir Poutine mène et conduit des guerres. Il y a eu les guerres de Tchétchénie, il y a eu ensuite ce qui s'est passé en 2008 autour de la Géorgie. On sait qu'il y a eu un cessez-le-feu et qu'ensuite, la Russie a continué d'occuper à l'intérieur de la Géorgie deux régions qui s'appellent l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Ensuite a commencé toute l'offensive russe sur l'Ukraine. D'abord avec la russification d'une petite mer stratégique qui s'appelle la mer d'Azov et qui, par le détroit de Kertch, ouvre sur la mer Noire. Et puis ensuite, il y a l'annexion de la péninsule de Crimée, donc un territoire ukrainien que les soviétiques eux-mêmes ont rendu à l'Ukraine. Et puis, il y a ensuite l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. Et ça, c'était il y a 3 ans, presque jour pour jour, en février 2022. Donc, on connaît maintenant cette menace. Et on s'en rend peut-être d'autant mieux compte qu'on est peut-être en train de perdre la protection du grand allié américain. Donc ça fait peur, bien sûr, parce que c'est comme des enfants qui s'aperçoivent que celui qu'ils prenaient pour leur père ne les protégera plus. Mais il y a aussi un formidable sursaut, c'est-à-dire que peut-être comme jamais dans leur histoire, les Européens mesurent que même sans la protection des États-Unis, ils ont entre les mains une puissance incroyable. Alors, il faut quand même rappeler que l'Union européenne, historiquement, le projet commence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est un projet de paix. C'est l'idée qu'on va mettre en commun des intérêts économiques dans un premier temps. Vous savez, c'est la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, pour que la guerre ne soit plus possible, parce qu'on aurait des intérêts en commun précisément. Ce qui fait ensuite que, à la fois l'Europe politique, mais surtout l'Europe de la défense ne se constitue pas, c'est que ce sont les États-Unis eux-mêmes qui disent on va se charger de cet aspect-là des choses. Avec la création de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, à partir de 1949, qui fait qu'au fond, les États-Unis garantissent à tous ceux qui rentrent dans cette organisation défensive. On va aussi quand même tout de suite contrer un narratif russe. L'OTAN ne se crée pas pour faire la guerre à la Russie, ensuite post-soviétique, au lendemain de la guerre froide aussi. Elle se crée comme une organisation défensive, avec, vous savez, le fameux article 5, qui fait que quand on est membre de l'OTAN, tout État agressé sait qu'il recevra la protection du plus grand nombre. Donc cette Europe de la défense, aujourd'hui, elle est obligée de se constituer parce qu'on est peut-être en train de perdre cette protection américaine. Et là, les 27 se rendent compte bien, que quand ils alignent toutes les armées qu'ils possèdent, bien, au fond, ça constitue davantage de soldats que ce que compte aujourd'hui l'armée américaine ou l'armée russe. Les Européens, ils se rendent compte aussi qu'en fait, ils savent déjà fonctionner ensemble, parce que certes, l'OTAN, on a l'impression que ce n'est que les États-Unis, mais les Européens, et moi je les ai vus quand je suis partie en reportage à bord d'une frégate de l'OTAN en mer Baltique, il n'y avait pas des Américains, il y avait des Français qui travaillaient avec des Baltes, avec des Polonais et avec des Allemands. Donc en fait, on va peut-être pouvoir continuer d'utiliser ce cadre otanien pour fonctionner entre Européens. Et puis, dans le petit magnéto qu'on vient de diffuser, qu'est-ce qu'on a vu à Londres? On a vu les Européens, mais pas seulement. On a vu les Britanniques, alors même qu'ils ne font plus partie de l'Union européenne. On a vu qui d'autre? On a vu notamment les Canadiens. Le Canada s'émancipe complètement des États-Unis de Donald Trump, et on a aussi vu des Turcs. Et puis ensuite, ces derniers jours, il y a aussi une grande réunion des chefs d'état-major à Paris. On a vu aussi des Japonais, on a vu aussi la Corée du Sud, on a vu l'Australie, on a vu la Nouvelle-Zélande. Donc en fait, tout ce qu'on appelait après 1945 le monde libre, qui est en train de s'autonomiser, de s'organiser en imaginant que peut-être, ce n'est pas encore certain, les États-Unis pourraient ne plus faire partie de cette famille-là, c'est-à-dire cette famille qui veut respecter le droit international et qui sait faire encore la différence entre un pays qui est une démocratie et un pays qui n'est pas une démocratie, c'est-à-dire qui est soit une autocratie, soit une dictature. Alors, peut-être, on prend une autre question ou on enchaîne? Oui, on en a déjà beaucoup. Alors, on y va. Merci, Trop Lily. bavarde. Est-ce qu'on peut
sanctionner économiquement la Russie, nous demande donc un établissement à Paris. Et un peu dans la même veine, la Hongrie peut-elle empêcher l'UE d'agir face à la Russie? Une question qui nous vient du lycée Fresnel de Caen. Alors, en effet, la Hongrie de Viktor Orban, c'est l'autre modèle politique qui vient menacer aujourd'hui ce qu'on appelle les valeurs fondamentales de l'Union européenne, qui sont basées, là encore, sur la démocratie, sur l'état de droit et, en effet, sur l'idée de mettre en partage un certain nombre de valeurs et d'intérêts économiques, politiques et militaires. Mais aujourd'hui, la Hongrie de Viktor Orban, c'est un pays à l'intérieur d'un ensemble constitué de 27 États membres. Alors, parfois, on cite un ou deux autres pays qui pourraient être tentés de suivre ce modèle-là, mais ce n'est pas ça qu'on voit ces derniers jours. Ces derniers jours, c'est quand même ce que l'on voit, c'est une sorte d'incroyable unité, au fond, justement, de valeurs, de volonté, de déterminisme à constituer quelque chose ensemble. C'était quoi l'autre question, par exemple ? Est-ce qu'on peut sanctionner économiquement la Russie ? Alors, la Russie, elle est déjà très sanctionnée, en réalité, par les Européens en particulier, mais aussi par les États-Unis et par un certain nombre de pays qui à l'ONU, ont voté un train de sanctions et continuent de les voter. Donc, en ce moment, on travaille au-dessous des cartes sur une émission que vous verrez d'ici quelques semaines. Justement, on essaye de comprendre si l'économie russe, elle est vraiment fragilisée par toutes ces sanctions qui ont été adoptées contre elle, avec par exemple le fait qu'aujourd'hui, les Européens essayent de se sevrer totalement des hydrocarbures russes, c'est-à-dire le pétrole et le gaz. Cette économie russe, elle est fragilisée par les sanctions, même si on montrera aussi dans l'émission qu'elle est malgré tout quand même résiliente, en fait. Elle s'est réorganisée pour contourner ces sanctions, pour commercer avec d'autres, notamment bien sûr en regardant davantage vers l'Est et particulièrement vers la Chine de Xi Jinping. Mais enfin, ces sanctions, elles existent, elles perdurent et malgré tout, elles abîment la puissance russe. Merci Émilie. On a reçu une question de la part d'un collège qui nous demande quelles sont les industries phares de l'armement en Europe. Et je vous propose qu'on passe à la suite. C'est une question parfaite. Transition toute trouvée. Merci à celui qui l'a posée. On vous propose maintenant un petit magnéto, en effet, qui raconte quelque chose qu'on a peut-être eu trop tendance à oublier. C'est que l'Europe, elle est déjà une puissance industrielle en matière de défense. Et vous allez voir d'ailleurs qu'il y a plusieurs fleurons. Il y a des fleurons français, des fleurons allemands, des grandes marques que vous connaissez, à mon avis, vous en avez déjà entendu parler, Dassault par exemple, ou Safran, et que certaines de ces industriels, en fait, ils fonctionnent déjà entre Européens. Donc en fait, l'Europe de la défense, sur le plan industriel, ça existe déjà. Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. L'histoire s'accélère et le calendrier des derniers jours donne le vertige. Il y a moins d'une semaine, vendredi, la scène du bureau ovale de la Maison-Blanche, où l'on comprenait que les États-Unis étaient en train de lâcher l'Ukraine au profit d'un nouveau positionnement pro-russe. Puis dimanche, contre-attaque à Londres, britanniques, européens, mais aussi turcs et canadiens autour du président ukrainien. Et puis il y a eu lundi soir l'annonce que les États-Unis gelaient l'aide à l'Ukraine. Dans ce contexte, les dirigeants européens ont pris la parole ces dernières heures pour mobiliser les opinions publiques. Friedrich Merz, le plus que probable futur chancelier allemand, a brisé un tabou. Il veut qu'à l'avenir, les dépenses de défense de son pays, massives, puissent être adoptées sans tenir compte du frein à l'endettement, tandis qu'Emmanuel Macron, hier soir, annonçait lui aussi un réarmement européen indispensable. Enfin, ce jeudi, sommet exceptionnel des 27 à Bruxelles, en présence de Zelensky. Parmi les objectifs, jouer la carte des industries européennes de défense. Sortons nos cartes. Dans la région de Toulouse, voici le siège social d'Airbus. Réputé pour ses systèmes aérospatiaux, ses satellites et ses avions militaires, dont l'avion de transport A400M ou encore l'hélicoptère Tigre. Autre champion français, Thales, ou encore Safran, spécialisé dans les moteurs. Toujours en France, ici à Saint-Cloud, voici Dassault Aviation Group, connu pour l'avion de combat Rafale et l'avion de combat Mirage 2000. Le champion allemand s'appelle Rheinmetall et il a son siège ici, à Düsseldorf, spécialiste des chars et véhicules blindés, notamment le véhicule de combat d'infanterie, Puma. À présent, voici KMW, basé ici à Munich, un champion allemand, mais qui s'est rapproché du champion français Nexter pour créer KNDS. Ils produisent désormais ensemble les chars Léopard 2, Leclerc et les canons César.
Voici à présent le siège de Leonardo à Rome, une firme italienne qui figure dans le trio de tête des industries européennes de défense. Parmi leurs spécialités, les hélicoptères et le dernier cri, l'AW249 baptisé Fenice. Le cas de la Suède est intéressant. État européen qui longtemps a joué la carte, comme la Finlande, de la neutralité, ce qui ne l'empêcha pas de développer une industrie de défense très puissante. Voici à Stockholm, par exemple, le siège de Saab, qui produit notamment l'avion de combat JAS-39 Gripen, ou encore le sous-marin de classe Gotland, du nom de cette île suédoise en mer Baltique, située à 350 km seulement de l'enclave russe de Kaliningrad. La Suède qui, comme la Finlande, a récemment rejoint l'OTAN. Et terminons avec le Royaume-Uni qui, face à la menace russe, affiche ces dernières semaines sa proximité avec l'Union européenne, dont il n'est plus membre. Les Britanniques ont leur champion, la firme BAE Systems, leader européen, qui produit notamment l'Eurofighter Typhoon. Or, cet avion de combat est fabriqué avec 3 pays membres de l'UE, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Merci pour l'avalanche de questions qui nous arrivent dans le chat. On va tout de suite rebondir sur une première question d'Ulysse Fresnel de Caen qui nous demande pourquoi les pays baltes n'étaient-ils pas au sommet de Londres ? Très bien observé. C'est vrai que les États baltes n'étaient pas au sommet de Londres. Alors peut-être il faut préciser que ce sommet il a été organisé dans l'urgence, vraiment comme une réaction à la scène du bureau ovale et surtout ensuite à l'annonce qui a suivi, c'est-à-dire que les États-Unis décidaient de stopper, de geler l'aide à l'Ukraine, c'est-à-dire à la fois l'aide en matière de renseignement et elle est extrêmement importante pour les Ukrainiens et stoppait aussi les livraisons d'armement qui jusque-là passaient très régulièrement la frontière polonaise pour rentrer à l'intérieur du territoire ukrainien. Donc ce sommet il a été organisé dans l'urgence, ce qui explique sans doute que des pays qui évidemment avaient vocation à y être, comme les États baltes, n'y étaient pas. Ils sont en revanche venus au sommet des chefs d'état-major qui a eu lieu de nouveau quelques jours plus tard à Paris. Mais merci pour cette question sur les États baltes. Vous savez, tout à l'heure, la première question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'on aura la guerre ? Est-ce que c'est la guerre ? Non, bien sûr, pour nous en France, ce n'est pas la guerre. Nous sommes une grande puissance assez loin aujourd'hui des lignes de front. La France est une puissance nucléaire. La France fait partie des 5 grandes puissances membres du Conseil de sécurité permanent de l'ONU. En revanche, il faut penser à ces pays comme la Pologne, comme la Roumanie, comme les États baltes qui vivent aux portes de la Russie de Vladimir Poutine. On pense également aux Finlandais qui d'ailleurs se sentaient tellement menacés avec leurs près de 1000 km de frontières communes ont rejoint l'OTAN. Ces pays-là, eux, ils ont intégré avant tout le monde la menace que représente le projet poutinien. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux, mais ces derniers jours, on voit beaucoup justement ces programmes qui ont été mis en place dans ces pays-là. Par exemple, en Pologne et par exemple dans les États baltes, c'est-à-dire qu'en fait, dès l'école primaire, au collège, au lycée, il y a des cours donnés par des militaires de sensibilisation à ces menaces. Donc en fait, c'est pas pour les paniquer, c'est pas pour en faire tous des militaires chevronnés, mais c'est pour qu'il y ait une culture de la défense que nous, on a certainement perdue dans nos pays. Moi, la première, je suis née en 75, ça veut dire que j'ai eu à peu près votre âge à une époque où vraiment on s'acheminait vers la fin de la guerre froide, on pensait que tous les pays allaient devenir des démocraties respectueuses de l'état de droit. Ben non, en fait, l'histoire comme ça fait des va-et-vient. Donc il faut apprendre à vivre avec la possibilité de la guerre. Et ça ne veut pas dire qu'on va la vivre, la guerre. Mais vous savez, il y a ce dicton très fameux qui date du IVe siècle, ce proverbe latin, « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Voilà. On est un petit peu là-dedans, en fait, je crois. Une autre question de Lyon cette fois. Est-ce que le fait donc, que le sommet se soit tenu à Londres pourrait être un indice disant que la Grande-Bretagne réintégrerait l'UE ? Alors, pas forcément. Pas forcément, parce qu'en fait, quand on parle Brexit, il y a à la fois des problématiques de politique intérieure et de politique étrangère. Et les forces politiques qui ont fait que finalement,
problématique migratoire qui était très exploitée par certains partis politiques britanniques. Aujourd'hui, alors quand on fait des sondages, c'est encore assez compliqué. On voit que l'opinion publique britannique, elle est encore assez clivée. C'est assez compliqué, même si quand même on voit qu'aujourd'hui, il y a pas mal de regrets qui s'expriment chez les Britanniques d'être sortis de l'UE. Mais le fait d'être sortis de l'UE ne change rien au fait que les Britanniques, historiquement, culturellement, ils se sentent proches évidemment du continent européen. D'ailleurs, ils peuvent se dire européens sans faire partie de l'UE. Et il faut d'ailleurs dire que même au plus fort des tensions entre les Britanniques et l'UE, la coopération dans le domaine militaire et sécuritaire, elle a continué. Les Britanniques ont continué de faire des entraînements avec les Européens et notamment dans le cadre que j'évoquais tout à l'heure, qui est le cadre de l'OTAN. Et puisqu'on vient de voir là avec le petit magnéto sur les industries de défense, c'est que par exemple Thales est présent à Belfast. Oui. Voilà, donc dans sur les enjeux stratégiques, les Britanniques sont encore dans l'Europe et avec les Européens. Merci. On a également pas mal de questions, alors beaucoup de Normandie, sur la position de la Chine, notamment une du lycée Marcel Gambier de Lisieux qui nous demande quelle est la position de la Chine par rapport à la crainte d'un axe russo-américain. Et une autre de la MFR de Vire qui nous demande, à votre avis, pourquoi n'avons-nous pas eu de déclaration du président chinois ? Alors, il n'y a pas eu de déclaration du président chinois, mais il y a eu beaucoup de communication de la part de Moscou sur le fait que Vladimir Poutine s'était entretenu avec Xi Jinping et que cet appel téléphonique avait été l'occasion de rappeler l'amitié solide qui unit ces deux pays. Mais on notera que c'est beaucoup la Russie qui a mis cet appel en avant. Alors, deux choses sur la Chine. La Chine, certainement, ne voit pas d'un mauvais œil les États-Unis de Donald Trump casser la solidarité, on va dire, du monde occidental en général, du monde démocratique en général. Et en même temps, la Chine, c'est un pays qui a fondé sa prospérité sur le fait de commercer avec le monde entier. Donc, il est certain que la Chine, elle ne voit pas d'un bon œil toutes les mesures tarifaires douanières qu'est en train de mettre en place Donald Trump. Et la Chine, elle n'aime pas tellement non plus l'idée d'une planète où les conflits se multiplient et se démultiplient parce que ça aussi, c'est mauvais pour le commerce. Donc, il y a une certaine ambivalence chinoise. Il y aura certainement des déclarations qui vont se préciser et se profiler, se confirmer. On verra peut-être tout à l'heure, on aura l'occasion d'en parler, mais l'économie chinoise, elle ne se porte pas très bien. Elle ne se porte pas très bien, donc elle a absolument besoin de pouvoir continuer d'exporter. Et là encore, pour qu'on puisse faire business as usual, il faut mieux qu'il n'y ait pas trop de conflits sur la planète. Une question du lycée Saint-Victor qui demande « Est-ce que la dépendance de l'UE vis-à-vis des systèmes d'information et des pièces de rechange de certains équipements militaires américains risque d'entraver le réarmement européen ?» Excellente question et puis très précise. Vous savez, comme votre question est très précise, vous avez certainement déjà entendu parler des F-35 américains, ces avions de combat qui en effet ne peuvent pas fonctionner sans le go des États-Unis. Alors en fait, beaucoup de pays européens ont acheté des F-35 aux États-Unis. D'abord parce que les États-Unis leur vendaient que si un jour ils devaient être protégés par le parapluie nucléaire américain, il fallait des F-35 parce que ces F-35 peuvent justement transporter ces armements nucléaires. Et par ailleurs, et on en parle beaucoup ces derniers jours, on découvre qu'un F-35 ne peut pas décoller techniquement si des États-Unis aient donné l'ordre qu'un F-35 qui est positionné en Pologne, par exemple, ne peut pas décoller. Donc évidemment, c'est une dépendance très importante. Mais en réalité, ce qu'on voit peu aussi, c'est que la prise de conscience de cette dépendance, elle ne date pas de cette semaine. En réalité, depuis le premier mandat de Donald Trump, c'est-à-dire depuis 2016, il y a cette prise de conscience qu'en fait, les États-Unis pourraient, du jour au lendemain, cesser d'être de ce côté-là du globe. Donc, il y a beaucoup de réorganisations industrielles, en réalité, dont on ne parlait pas, mais qui ont été mises à l'œuvre, on va dire, particulièrement depuis 2016. Donc là, ce qu'on vit là avec le retour de Donald Trump, ça va donner un coup d'accélérateur vraiment à vitesse grand V à cette prise de conscience des Européens et cette volonté qu'ils ont de se réarmer, de s'autonomiser et d'investir sur la défense européenne.
juste un chiffre, les 800 milliards d'euros annoncés par Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne. C'est une somme colossale. Il y a aussi la question des avoirs russes gelés. Est-ce qu'on va les utiliser? Ça encore, c'est des milliards qui pourraient être mis à profit. Et l'idée, eh bien, en effet, c'est que ces milliards ils soient investis dans ces industries européennes de défense qu'on a mentionnées tout à l'heure dans notre magnéto. Une question du lycée Évariste Gallois de Sartrouville qui nous demande: peut-on parler d'une nouvelle forme de guerre froide ou est-ce exagéré? Non, c'est pas exagéré du tout. Et on est même un peu au-delà de la guerre froide. Enfin, ce qui se passe en Ukraine, c'est pas du tout une guerre froide. C'est une guerre chaude. C'est une guerre comme on pensait ne plus en vivre au XXIe siècle sur le continent européen. Ça rappelle absolument les images que j'ai vues, que vous avez vues dans des documentaires de la Seconde Guerre mondiale, voire même de la Première Guerre mondiale, avec des tranchées et avec des hommes qui se battent sur terre, sur mer et dans les airs. Donc l'Ukraine, c'est vraiment une guerre chaude. Et après, il y a aussi toutes ces guerres du XXIe siècle qu'on appelle des guerres hybrides. Et en ce qui nous concerne, nous, en France, c'est d'abord cela qui nous menace. Alors certes, ce n'est pas les tranchées, ce n'est pas des chars et ce n'est pas les jeunes garçons obligés d'être enrôlés pour aller combattre. Mais c'est encore cette semaine, par exemple, des collectivités territoriales en France qui ont subi des cyberattaques. Donc ça peut vouloir dire d'un coup un hôpital qui ne peut plus fonctionner ou une mairie ou une administration qui ne peut plus fonctionner. Donc c'est quand même pas tout à fait rien. Et puis il y a cette guerre informationnelle qui est un élément très important à prendre en compte. Mais ça, vous le savez mieux que moi. Je pense que vous passez plus de temps que moi encore. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, donc vous voyez bien comment on est inondé d'images, de messages informationnels qui ne se fondent plus toujours sur le vrai, qui confondent allègrement le vrai et le faux. Moi, il y a une phrase d'Albert Camus que j'aime beaucoup: mal nommer le monde, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. D'où l'importance des cours d'histoire géo, d'AGGSP, d'émissions comme le Dessous des cartes, où on apprend à nommer correctement les choses. Donc non, nous en France, on n'est pas dans une guerre chaude, les Ukrainiens, oui, mais on est déjà dans des formes de guerre hybride en vis-à-vis avec la Russie, notamment par le biais de ces cyberattaques. Il y a ces messages informationnels qui visent à nous donner une vision fausse du monde et qui visent aussi, et je terminerai par là, à nous diviser. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire vraiment à créer des fractures profondes au sein des sociétés européennes pour qu'on ne soit plus capable de se mettre d'accord sur c'est quoi la démocratie, c'est quoi une information vraie, c'est quoi une information fausse, c'est quoi un démocrate, c'est quoi un dictateur. Ça, à mon sens, c'est sans doute le danger le plus grave qui nous menace aujourd'hui. Merci Émilie. Je rappelle quand même que donc, l'ambition de notre heure et demie ensemble, c'est de réviser le monde. Je propose donc qu'on se déplace sur une nouvelle région du monde, enfin une autre région du monde. On continuera à prendre vos questions après le prochain épisode. Et donc, on va partir pour le Moyen-Orient. On parlait de guerre froide, guerre chaude. Voilà une autre guerre chaude, mais celle-là, elle est plus complexe encore parce qu'elle s'inscrit dans un cycle d'histoire encore plus long. Évidemment, le conflit israélo-palestinien, qui est sans doute l'un des conflits géopolitiques les plus complexes qui soit, où il n'y a pas d'un côté des gentils et de l'autre des méchants, pour dire les choses de façon un peu rustique. On sait le drame de la cause palestinienne, qui n'a pas à ce jour d'État constitué, ce qui était pourtant le projet au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'était créer deux États souverains capables de vivre côte à côte en paix. D'un côté, l'État palestinien, de l'autre, l'État israélien. Ça n'est à ce jour toujours pas le cas. Après, il est important de rappeler la chronologie des faits. Le 7 octobre 2023, une attaque terroriste du Hamas en Israël qui fait des centaines de victimes. Puis, dans la foulée, les guerres de représailles sans limite menées par Israël à Gaza, avec aujourd'hui 2/3 des constructions qui ont été détruites et un drame humanitaire absolu. En fait, il faut être capable de regarder les deux drames à la fois, le drame de la population palestinienne à Gaza et le drame des familles d'otages israéliennes. En fait, il faut accepter qu'on est dans une époque où il faut être ému autant par ces victimes-là que par les autres. Et puis, il y a eu cette proposition on va dire obscène de Donald Trump, qui, de la manière qu'il prétend résoudre la guerre en Ukraine en 48 heures, a dit moi j'ai une solution, on va mettre dehors tous les Palestiniens de Gaza
et on va transformer Gaza en station touristique, ce qui était évidemment une proposition totalement absurde d'abord, totalement illégale au regard du droit international. Il est illégal de déplacer malgré elles, contre leur consentement, des populations qui sont attachées à un territoire. Mais heureusement, de la même manière que les Européens sont en train de prendre en main leur avenir et leur destinée, eh bien, le monde arabe est en train aussi d'essayer de prendre en main son destin, c'est-à-dire l'Égypte par exemple, c'est-à-dire la Jordanie et c'est-à-dire ces monarchies du Golfe. Alors je reviens des Émirats justement, de l'une d'entre elles. Les monarchies du Golfe, c'est-à-dire particulièrement l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui décident de dire à Donald Trump « ton plan ne nous va pas et nous, on a un plan alternatif » et nous, on a essayé de cartographier ce plan. On regarde. Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des cartes. On commence en Israël, à Tel Aviv, place des otages, et les photos de ceux qui ont été capturés par le Hamas lors de l'attaque terroriste du 7 octobre 2023. Pour la première fois, les corps d'otages défunts sont remis aux Israéliens. Ces échanges d'otages, morts ou vivants, contre des prisonniers palestiniens, ont lieu dans le cadre d'un cessez-le-feu conclu entre le Hamas et Israël, et dans le contexte du retour de Trump à la Maison-Blanche, lequel, vous le savez, a formulé le plan suivant: expulser la population gazaoui hors de Gaza, notamment vers la Jordanie et l'Égypte, ce que ces deux pays refusent catégoriquement, prendre le contrôle de Gaza que Trump transformerait, je cite, en Riviera du Moyen-Orient. Sauf que depuis quelques jours, l'Égypte, avec plusieurs pays du monde arabe, prépare des plans alternatifs pour reconsidérer enfin le scénario de deux États vivant côte à côte. Sortons nos cartes. Selon plusieurs sources, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats travailleraient sur les propositions suivantes. La mise en place d'une administration palestinienne non alignée sur le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, et non alignée sur l'autorité palestinienne, qui, elle, administre l'autre territoire palestinien, la Cisjordanie. Le Hamas accepterait de ne plus diriger Gaza dès lors qu'un gouvernement d'unité palestinienne serait mis en place ou un gouvernement de technocrates. Le Hamas précisant qu'il entend jouer un rôle dans le choix des membres de cette nouvelle administration. Dans ce plan des pays arabes, il est également prévu que l'Union européenne contribue à former le personnel administratif. Et dans ce cadre politique, le plan prévoirait un processus de reconstruction de la bande de Gaza en 3 phases sur 5 ans, sans expulsion des Gazaouis. 3 zones humanitaires sécurisées seraient créées sur le territoire, chacune comprenant 20 grands camps, équipés pour subvenir aux besoins élémentaires d'une population estimée à environ 2 millions de personnes. Objectif: permettre l'enlèvement des décombres causés par la guerre. Quant à la reconstruction, elle serait financée par des donateurs arabes et internationaux. On pense notamment aux riches monarchies du Golfe, dont l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar. Une zone tampon et une barrière seraient créées pour sécuriser la frontière entre Gaza et l'Égypte et pour y rendre impossible le creusement de tunnels caractéristique de la période Hamas. L'horizon est clair, un État palestinien dans les frontières qui existaient avant la guerre des 6 jours, avec Jérusalem-Est pour capitale et instauration d'une zone tampon pour sécuriser Israël. Alors il reste bien sûr des questions vertigineuses. Trump acceptera-t-il ce plan des pays arabes? Et si oui, avec quelle participation américaine? Quelles forces militaires pour sécuriser l'ensemble? Quid du dirigeant israélien Benjamin Netanyahou qui s'oppose déjà à l'entrée d'équipements de construction dans la bande de Gaza? Enfin, peut-on vraiment croire au désarmement complet des groupes Hamas et Djihad islamique? Voilà, l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Tout de suite, une question du lycée Pierre Gueguin qui nous demande la situation en Ukraine qui revient sur le devant de la scène. Peut-elle faire passer au second plan le conflit israélo-palestinien? Alors, excellente question.
Difficile d'y répondre en 3 mots. Bon, d'abord, la question ukrainienne ne revient pas sur le devant de la scène. Hein. Encore une fois, depuis 2014, il aurait fallu regarder ce qui se passait en Ukraine et encore plus, bien sûr, depuis 3 ans, depuis 2022. Mais en fait, vous soulignez quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire les espèces de modes médiatiques en fait. Et Trump nous oblige beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il parle tellement et il fait des déclarations tellement tonitruantes qu'on suit son agenda médiatique en fait. On suit son agenda à lui et ça devient l'agenda médiatique. On dit beaucoup en ce moment avec mes camarades de l'équipe de Sous des Cartes qu'on est tout le temps en train de courir derrière Trump. Mais c'est à nous justement de ne pas céder à cette pression trumpienne et de continuer de regarder le monde dans son ensemble. Et en effet, aujourd'hui, les 2 gros conflits que nous avons à suivre, c'est à la fois l'invasion russe de l'Ukraine et c'est la résolution ou non du conflit israélo-palestinien, sans oublier jamais cet horizon que nous fixe le droit international, c'est-à-dire de faire en sorte que 2 États souverains, l'État d'Israël et l'État de Palestine, puissent vivre côte à côte et en paix. Alors je ne crois pas qu'on va oublier, peut-être je pêche par excès d'optimisme, je ne crois pas qu'on va oublier cette question du dossier israélo-palestinien dans les semaines et les mois qui viennent. Pourquoi ? Eh bien parce que on ne peut pas dire qu'il y ait une indifférence aujourd'hui à la situation des Gazaouis. C'est pas vrai. Je veux dire, il faut voir tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe encore sur les campus universitaires dans le monde entier. Et ça, c'est votre génération qui a cette lucidité-là. Et puis, il y a aussi, et c'est ce que nous rappelait ce magnéto, ce qui se passe au sein du monde arabe. Pas question pour les dirigeants du monde arabe aujourd'hui, pas question pour les opinions publiques de ces pays arabes de lâcher l'affaire et de laisser tomber la cause palestinienne. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'étais aux Émirats arabes unis, et ce qui ne m'a pas déplu, c'est d'entendre un proche de MBZ. Donc MBZ, c'est le dirigeant des Émirats, j'étais à Abu Dhabi, mais de ce qu'on appelle les Émirats arabes unis. Ce qui nous expliquait, ce proche du pouvoir émirien, c'est que le rêve des Émirats, c'est le rêve d'un certain nombre de pays arabes pour la région. C'est-à-dire, quand on est à Abu Dhabi, il y a une grande esplanade qui s'appelle la place Abrahamique. Et sur cette esplanade, on trouve quoi ? On trouve une mosquée, bien sûr, mais on trouve aussi une synagogue et on trouve aussi une église. Et des pèlerins, des croyants du monde entier se retrouvent sur ce même ensemble. Et quand on se promène à Abu Dhabi, on voit vraiment le monde entier qui s'y croise. On voit à la fois des Saoudiens, des Irakiens, des Palestiniens, parce qu'il y en a un certain nombre. Et puis on voit aussi des citoyens d'Israël qui sont venus fêter une bar mitzvah. On voit comme ça différentes communautés, des gens venus du monde entier qui réussissent à vivre ensemble. Et ce proche d'MBZ nous disait, c'est ça notre projet pour la région. En fait, on veut que la Palestine soit un État, on veut que les Palestiniens soient tranquilles à l'intérieur d'un État qui serait le leur, mais on veut aussi que Israël puisse vivre en paix sans avoir peur d'être rayé de la carte par des puissances autour qui voudraient sa disparition. Donc je crois qu'on est dans ce moment de l'histoire où les monarchies du Golfe, où le monde arabe, de la même manière que les Européens, veulent s'emparer de leur destin, veulent le prendre en main et il faut y croire. Mais je ne crois pas du tout qu'il y aura un oubli de la question israélo-palestinienne dans les semaines qui viennent. On a aussi également beaucoup de questions sur les coulisses de l'émission qui nous arrivent, notamment du lycée international des Pontonniers de Strasbourg, de savoir comment est-ce que les sujets sont choisis, est-ce que c'est vous qui les choisissez vous-même, et combien de personnes au total travaillent sur l'émission ? Alors, oui, les sujets, je suis rédactrice en chef, donc ça fait partie des prérogatives d'une rédactrice en chef, c'est d'avoir des idées de sujets. Et je les propose à la direction éditoriale d'Arte, parce qu'il y a une direction éditoriale pour tout Arte, pour coordonner les différents programmes, pour être certain que toutes les émissions d'Arte ne vont pas traiter le même sujet le même jour. Donc, tous les matins, je propose un certain nombre de sujets à la direction éditoriale d'Arte, de même que je lui propose très régulièrement des sujets pour les émissions hebdomadaires. Et bien sûr, je ne suis pas seule, j'ai une équipe. Vous avez vu Julien Lebot tout à l'heure, mon adjoint. Et puis, il y a aussi évidemment d'autres personnes avec qui j'interagis. Donc, on discute en permanence de l'actualité. Et puis, on se dit, tiens, ça serait bien de faire un sujet sur ça. C'est évidemment un travail d'équipe. Moi, je dis souvent que le Dessous des Cartes, c'est comme un orchestre. Et moi, je suis juste la chef d'orchestre. Je fais travailler ensemble des compétences très diverses, des journalistes, des gens de la production, des techniciens, des cartographes,
photographes, des géographes, des universitaires, des motion designers, des graphistes, etc. Alors, l'épineuse question de savoir combien on est. Et bien en fait, pour faire tous ces formats-là, en permanent, on n'est pas beaucoup. On est 4 à l'édito, c'est-à-dire à l'éditorial, c'est-à-dire pour avoir les idées, écrire les textes, tout ce qui relève de la réflexion. Et à la production, ils ne sont aussi que 4. Donc la production, c'est-à-dire tous ceux qui organisent un plateau comme celui-ci. Je salue Rudy d'ailleurs, qui a largement contribué à l'organisation de ce plateau aujourd'hui. Donc qui organise le planning, les techniciens, les caméramans, les graphistes, toute la logistique en fait qui rend possible les émissions. Donc on est 8 en permanence et puis bien sûr il y a plein d'intervenants extérieurs, des intermittents du spectacle ou des gens qui vont venir bosser avec nous juste pour une émission parce qu'ils sont très spécialistes du Moyen-Orient ou très spécialistes de l'Ukraine par exemple. Donc en tout, si on additionne tous ces talents-là, on va dire que le dessous des cartes c'est fait par à peu près une vingtaine de personnes. Ok. On va prendre une dernière question très intéressante aussi de par la personne et de par le lycée qui la pose sur ce sujet et ensuite on passera donc au prochain magnéto. Le lycée français de Jérusalem demande la séparation des Palestiniens en 2 territoires, à savoir donc Gaza et la Cisjordanie, n'empêche-t-elle pas la constitution de tout État palestinien homogène ? Mais absolument, c'est évidemment un frein géographique et territorial dont on ne peut imaginer qu'il puisse rester ainsi à l'avenir. Mais moi, j'avais trouvé très intéressant il y a plusieurs semaines de regarder cette proposition de paix qu'avait formulée justement à la fois un ancien ministre israélien et un ancien dirigeant de l'autorité palestinienne. Et ensemble, justement, ils avaient conçu un plan pour essayer de se projeter concrètement dans ça donnerait quoi un État israélien, ça donnerait quoi un État palestinien capable de vivre ensemble. Et en fait, il y avait une espèce de deal qui était imaginé par ces 2 personnalités, c'est-à-dire que Israël acceptait de renoncer justement à cette bande de territoire qui relie la bande de Gaza à la Cisjordanie et en échange, les Palestiniens acceptaient de lâcher un certain nombre de kilomètres aujourd'hui occupés par des colons israéliens dans cette partie de la Cisjordanie. Donc oui, on voit bien qu'à un moment, il faudrait qu'il y ait comme ça une sorte de deal territorial, mais évidemment, l'une des priorités pour qu'un État palestinien voit le jour, c'est qu'il n'y ait plus cette séparation géographique entre d'un côté la bande de Gaza et de l'autre la Cisjordanie. Aujourd'hui, on va peut-être évidemment rappeler aussi que cette séparation, elle est territoriale et elle est aussi politique. Puisque la bande de Gaza, depuis 2006-2007, elle est administrée par un groupe que certains pays qualifient de terroriste, qui est le Hamas, là où la Cisjordanie, elle est pilotée par une autorité palestinienne, donc qui est reconnue par le droit international. C'est pour ça que dans la proposition qu'ont formulée ces pays du monde arabe, il y a aussi une réunification politique de ces 2 territoires, c'est-à-dire que Gaza et la Cisjordanie seraient administrés, alors ça voudrait dire retrait du Hamas, seraient administrés par, ils appellent ça un gouvernement d'experts. Ce serait sans doute en fait une sorte d'autorité palestinienne New Look revisitée pour qu'en fait on fasse un peu table rase du passé. Il n'y a plus le Hamas, il n'y a plus les dirigeants actuels de l'autorité palestinienne qui sont très critiqués pour notamment des faits documentés de corruption. On repart à zéro avec un gouvernement d'experts qui est appelé à devenir une nouvelle autorité palestinienne qui exerce sa souveraineté à la fois sur le territoire de Gaza et à la fois sur le territoire cisjordanien. Nous allons maintenant passer à un sujet économique, bien sûr, technologique, mais aussi géopolitique, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, et donc je vais demander à Julien Lebotte, mon adjoint, après ce court magnéto, de nous rejoindre parce qu'il est très spécialiste de ces sujets-là. On va revenir sur un sommet qui, là encore, a eu lieu à Paris, organisé par Emmanuel Macron, mais qui avait aussi invité pour le co-présider ce sommet de l'intelligence artificielle le Premier ministre indien, Narendra Modi. Là encore, une réorganisation géopolitique à l'œuvre, c'est-à-dire que face à ces nouveaux États-Unis de Donald Trump et face à la Chine de Xi Jinping, il y a des pays qui n'ont pas envie de se laisser absorber par ces 2 géants et qui ont envie au fond de réunir leur puissance. Ça s'appelle l'Indo-Pacifique d'ailleurs, puisque la France est aussi présente dans cette partie-là du monde. Et donc on va voir ce que ça donne en termes d'intelligence artificielle et on en avait profité dans ce court magnéto pour essayer de comprendre qui sont aujourd'hui les champions et les leaders du secteur. On regarde.
Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Plusieurs dirigeants de la planète et des chefs d'entreprise sont à Paris cette semaine pour le sommet de l'intelligence artificielle. On y verra des invités prestigieux, dont notamment le vice-président américain J.D. Vance et le vice-premier ministre chinois Ding Xuexiang. Un événement préparé minutieusement par la France et son président Emmanuel Macron, qui co-préside ce sommet avec le premier ministre indien Narendra Modi. Objectif, montrer que l'Inde, 5e puissance économique du monde, alliée à la France, 7e, voire à l'Union européenne, 3e, n'abandonne pas aux États-Unis, numéro 1, et à la Chine, numéro 2, le monopole de cette révolution technologique qu'est l'intelligence artificielle. Sortons nos cartes. Et commençons par prendre la direction des États-Unis. Le 21 janvier dernier, le jour de son investiture, Trump a annoncé 500 milliards de dollars d'investissement privé. C'est le projet Stargate. Les États-Unis et leurs champions de l'IA, Google, Amazon, Meta, Apple et Microsoft, qui détient 49% d'OpenAI, à l'origine du célèbre ChatGPT, lancé fin 2022, et qui compte aujourd'hui 300 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires dans le monde. Le 20 janvier, c'était au tour de la Chine de faire la une de l'actualité IA avec la plateforme DeepSeek, présentée comme moins coûteuse et moins énergivore que sa rivale américaine ChatGPT. Les géants chinois qui se nomment notamment ByteDance, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Alors face à ce duopole sino-américain, quelle place pour les autres puissances? La France et l'Inde notamment, vous allez voir, tentent de rester dans la bataille. En Inde, Modi a lancé l'opération baptisée India AI Mission en 2024 avec un budget de plus d'1 milliard de dollars sur 5 ans. Côté français, Macron a annoncé des investissements majoritairement venus du privé, estimés à 109 milliards d'euros, dont 50 milliards promis par les Émirats. Le champion français de l'intelligence artificielle s'appelle Mistral, basé à Paris. Il a lancé le Chat, le concurrent français de ChatGPT. Mistral qui annonce créer son premier centre de données dans le département de l'Essonne. La France qui mise aussi sur sa puissance nucléaire, 18 centrales dans l'Hexagone. Elle met ainsi en avant une IA moins émettrice de gaz à effet de serre grâce à l'atome. La France, qui fait donc alliance avec l'Inde, avec l'idée de faire collaborer chercheurs et centres de données sur les 2 territoires. Cette alliance Paris-New Delhi, elle existait déjà dans d'autres domaines. Ainsi, l'Inde achète à la France de nombreux armements et les 2 pays s'entendent pour contrer la Chine. Car la France compte plus de 10 millions de kilomètres carrés de ZEE, notamment dans la zone Indo-Pacifique, grâce à ses territoires d'outre-mer. Des territoires où sont basés d'importants moyens militaires. On l'aura compris, face à la Chine et au retour de Trump, de nouvelles alliances se nouent. Et tant pis si Paris se rapproche d'un pays, l'Inde, qui depuis une décennie est connu pour son intimidation des opposants, sa remise en question des contre-pouvoirs et son recours à des technologies de surveillance numérique. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. On a des premières questions qui nous arrivent dans le chat et notamment une du lycée Charles Péguy à Orléans qui demande comment limiter l'ingérence de l'IA dans les démocraties européennes. Julien, à toi de jouer. Bonjour tout le monde, merci de cette excellente question et c'est une question qu'on se pose tous évidemment. Alors d'abord il faut définir un peu, quand on parle d'IA, il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir que les intelligences artificielles, elles sont déjà présentes dans votre quotidien et même par exemple quand vous êtes sur TikTok ou sur Instagram, les intelligences artificielles en fait distribuent quelque part les contenus que vous voyez sur les fils de vos téléphones quand vous scrollez par exemple ou quand vous échangez. Aujourd'hui, l'inquiétude qu'on a et qu'on se pose tous, c'est celle qui est liée à l'impact des IA dites génératives sur notre quotidien. Moi, quand j'ai commencé à me connecter sur Internet, c'était il y a longtemps, il y avait à peine Google, il y avait en tout cas des moteurs de recherche et grosso modo, tout était produit sur Internet par des humains. Il y avait des blogs, des sites Internet, il y avait un début de vidéos, mais il n'y avait pas encore de machines qui fabriquaient artificiellement, je dirais, des contenus qui ressemblent à des articles. Et depuis 2022, grosso modo, c'est-à-dire depuis la naissance de ChatGPT, je pense que tout le monde connaît, donc, qui est une intelligence artificielle générative qui est créée par OpenAI, qui est donc une entreprise américaine. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de sites ou de contenus, comme on dit, qui sont générés par des machines. Or, ces machines, quand elles fabriquent des articles,
ce sont des articles qui sont nourris à partir de bases de données. En fait, en gros, ces machines, elles vont faire le tour d'Internet, elles aspirent tout, et donc après, elles peuvent recracher quelque part des contenus en fonction de votre demande. Et je suis sûr que vous l'avez fait, vous avez déjà demandé à ChatGPT, aide-moi à préparer mon exposé sur telle ou telle chose, etc., etc. Je suis sûr que vous l'avez fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles vont chercher des données avec lesquelles elles ont été entraînées et des données qu'elles trouvent sur Internet. Sauf que des gens ou des États ou des groupes mal intentionnés on commence à se dire que s'ils structuraient des bases de données avec des fausses informations, avec des données qui les arrangent, par exemple, dans leur lecture du monde, ça pourrait permettre, quelque part, de malmener la connaissance des citoyens sur telle ou telle question. Et donc, il y a des études qui sont menées à l'heure actuelle par exemple, des startups comme NewsGuard, qui est cofondée par des journalistes au départ et qui, aujourd'hui, sont très vigilants sur tout ça et qui prouvent que sur certaines questions d'actualité, des articles aujourd'hui générés par des machines comme ça reprennent les récits russes, par exemple sur la guerre en Ukraine. Et donc, si on se dit qu'aujourd'hui, de plus en plus de nos concitoyens s'informent en utilisant des IA génératives, et s'ils posent des questions sur l'actualité en utilisant ces IA génératives, ils risquent d'avoir non pas des informations fabriquées par des gens qui ont une déontologie, par des professionnels comme nous, qui réfléchissons au quotidien à notre façon de parler de Gaza, de l'Ukraine, de la Chine, etc., mais plutôt par des textes qui sont préstructurés, par exemple par des gouvernements qui veulent que nous ayons leur lecture du monde. On a une question, mais Julien y a en partie répondu. Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser une IA pour faire mon grand oral de la part du lycée Fresnel de Caen ? Alors, c'est une excellente question. J'adore. Je pense en réalité que les IA génératives ne sont pas le mal absolu et je voudrais même commencer en faisant le chemin inverse qui est de dire qu'Internet était un grand progrès dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'au départ, c'est presque une forme d'utopie. C'est la capacité, en fait, très facilement de partager des connaissances, des savoirs. Arte Éducation existe quelque part grâce à Internet. Le dessous des cartes est aussi accessible partout dans le monde grâce à Internet. Encore une fois, la question des technologies comme les IA génératives, c'est est-ce qu'on est sûr de ce qu'elles nous racontent et comment bien les utiliser. Et donc, voilà, il va falloir faire preuve d'esprit critique comme toujours et être capable en permanence de se poser la question de savoir quelles ont été les données utilisées par une IA pour répondre à ma question et est-ce que je suis sûr que je peux certifier quelque part les connaissances qui me sont apportées. Et donc, quand on a un doute, déjà, c'est qu'il faut sans doute s'interroger et faire preuve d'esprit critique. Donc, il ne s'agit pas de s'interdire d'utiliser des IA génératives, mais peut-être les utiliser parfois pour questionner sa façon de répondre à des questions, peut-être même l'utiliser pour s'auto-challenger, comme on ne dit pas, c'est-à-dire essayer de réfléchir à est-ce que la question qu'on a posée, elle est bien posée, est-ce qu'on ne pourrait pas la poser autrement ? Et donc, ne vous interdisez pas en fait, d'utiliser des IA génératives, mais méfiez-vous évidemment de ce qu'on vous raconte ou de ce que l'IA générative vous donne comme élément d'information. De la même manière que si vous allez sur un site, sur Wikipédia ou ailleurs, vous allez vous interroger sur les sources, vous allez aller regarder le lien qui est proposé, et si vous savez que ça vient par exemple du dessous des cartes, forcément vous avez beaucoup plus confiance que si ça vient d'un site obscur que vous ne connaissez pas et qui peut-être est fabriqué de manière malveillante par quelqu'un qui cherche à biaiser votre regard sur une situation. Ouais, peut-être c'est bien de dire, en fait, moi je dis ça à mes enfants, c'est un adjuvant, mais ce n'est pas un remplaçant. Et très souvent, je donne l'exemple de l'apprentissage des langues. Évidemment, aujourd'hui, l'IA vous permet en temps réel de faire votre disserte en anglais, même si vous ne parlez pas un mot d'anglais. Mais bien sûr, demain, si vous allez tout seul au Royaume-Uni ou que vous tombez amoureux ou amoureuse d'un Américain, si vous ne pouvez pas lui parler, l'IA vous aidera un peu, mais ça ne vous permettra pas de vivre une très grande histoire d'amour. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. L'IA, c'est un adjuvant, mais ce n'est pas un remplaçant. Je pense qu'avoir ce genre de formule en tête aussi, c'est un bon repère. J'espère que les profs, là, ça vous va ce qu'on répond. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire ses devoirs avec l'IA. On est en train de se dire qu'il faut prendre le meilleur de l'IA et pas le pire. Et par ailleurs, si je peux prolonger, moi j'adore une petite expérience qui a été menée à Sciences Po par le directeur de Philosophie Magazine, qui est aussi prof à Sciences Po, et qui, sur chaque question d'actualité qu'il voulait poser à ses étudiants, leur disait « remettez-moi 2 copies ». Je veux une copie générée par ChatGPT, que vous avez essayé d'améliorer en posant les questions à ChatGPT, et je veux une deuxième où vous allez montrer que l'être humain est bien plus intelligent et plus pertinent que la machine. Et donc, si vous utilisez ce genre d'outils pour vous aider à cultiver votre esprit critique, à améliorer vos connaissances et à être toujours plus convaincant, au fond, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde.
Tout à fait, ce qui nous permet d'enchaîner avec une question très intéressante du lycée Pierre Gueguin qui demande comment faire entrer dans les programmes scolaires, mais aussi éduquer les populations au sens large à l'utilisation de l'IA. Je te laisserai pas. Je sais pas, vas-y. C'est un sujet très complexe. Je pense que ça rejoint aussi toute la question de l'éducation à l'image, par exemple, et l'éducation aux médias. Donc en fait, on voit que d'année en année, il faut s'éduquer à de plus en plus de champs. On a commencé par parler d'éducation aux médias, parce que justement, voilà, ça c'était avant les réseaux sociaux. C'était l'époque où moi, je me faisais engueuler parce qu'on passait trop de temps devant la télé. Donc c'était apprendre à distinguer ce qui était un programme intéressant à la télévision, ce qui n'en était pas un. Comprendre que lire Le Monde, c'était mieux et c'était sans doute plus sérieux et plus sourcé que la feuille de chou gratuite que je trouvais sur mon siège dans le métro. Donc voilà, ça c'était l'époque de l'éducation aux médias. Après, il y a eu l'éducation à l'image avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire quand on est submergé par ce flot d'images, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on trie? Qu'est-ce qui est une bonne image? Comment est-ce que je peux regarder si cette image elle est réelle, etc. Et avec l'intelligence artificielle, on a encore basculé dans autre chose, c'est-à-dire le rapport vraiment entre le vrai et le faux, entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Quand je vois, comme ces dernières heures, cette vidéo qui me montre Volodymyr Zelensky en train de faire la danse du ventre de façon évidemment grotesque et ridicule, est-ce que cette scène a véritablement eu lieu? Réponse bien évidemment non, il est le chef d'un pays en guerre, il n'a pas de temps à perdre à faire ce genre de vidéo. Et se poser la question suivante, qui a diffusé cette vidéo? Qui a intérêt à l'avoir diffusée pour ridiculiser Volodymyr Zelensky? Évidemment, il n'a pas été très difficile de sourcer ces vidéos et de s'apercevoir qu'elles partaient évidemment de réseaux qui regardaient plutôt vers Moscou que vers Paris ou vers Bruxelles. Donc oui, il y a cette formation au numérique, on va dire au sens large, Julien, qu'il faut faire. Toi-même, par exemple, tu as travaillé avant de nous rejoindre à Platon au-dessous des cartes pour une structure qui justement faisait de la formation sur l'IA. Peut-être tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors je pense effectivement qu'il faut faire preuve de connaissances et pour faire preuve d'esprit critique, il faut bien comprendre les choses. Et donc l'un des travaux que je mène depuis des années, c'est justement d'être en capacité d'expliquer le numérique pour que justement nous soyons mieux armés, au fond, pour composer nos connaissances, notre rapport au monde à partir de tous ces nouveaux outils. Et à partir du moment où on comprend comment fonctionne une IA générative, un réseau social, Wikipédia et tous les outils qui nous environnent, plus nous sommes en mesure, au fond, de faire preuve d'esprit critique et puis de nous forger une opinion qui nous permet, en tant que citoyens, de savoir ce qu'on veut. Parce qu'en fait, l'enjeu, il est là, au fond. C'est pas seulement d'avoir peur de tout ce qui se présente, il faut sortir de la panique morale et toujours se dire, au fond, ce sont de nouveaux outils. Si on les comprend bien, on saura en mesurer les limites et on saura, à contrario, nous rendre plus forts à partir de tout ça. Et donc, effectivement, moi, je me souviens, par exemple, dans mon travail, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez des printemps arabes, de cette vague, je dirais, de soulèvement populaire, notamment en Tunisie, dans tout le monde arabe. À l'époque, tout le monde disait sur place « Vive Facebook, merci Facebook ». C'était même écrit sur les murs, je me souviens. Les gens mettaient ça et tous les Tunisiens qui avaient tant souffert de la dictature de Ben Ali disaient « Voilà, aujourd'hui, nous sommes libres de parler grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux ». Et donc, c'était très, très beau à voir. Et du coup, tous ces gens prenaient la parole et voulaient fabriquer des blogs, des sites d'information, jusqu'au jour où on a commencé à s'apercevoir qu'il y avait un côté un peu obscur des réseaux sociaux, c'est la surveillance, c'est le contrôle. Et donc, pour expliquer à tous ces gens comment continuer d'exercer leur liberté d'expression, mais sans avoir, je dirais, les aspects négatifs, il a fallu les former aux enjeux de cybersécurité, aux enjeux de protection des données, et d'être en permanence en capacité de fabriquer son chemin dans un monde où la technologie est toujours plus présente, mais avec lequel il est possible de fabriquer des futurs souhaitables. Et vraiment, il faut continuer d'avancer sur ce chemin-là. Question qui nous vient de Caen. Y a-t-il un projet d'IA européenne? C'est un petit peu ce qu'on a. Je vais laisser Julien répondre, il connaît mieux ces sujets que moi. Ce qu'on a vu par exemple avec le petit magnéto qu'on a diffusé tout à l'heure sur le sommet de Paris, c'est cette volonté justement, non pas uniquement entre Paris et New Delhi, de fusionner leurs potentialités dans l'univers du numérique en général et de l'IA en particulier. C'est en réalité, derrière Paris, c'était les Européens. On peut avoir le sentiment, et je parle sous ton contrôle Julien, qu'on a aujourd'hui affaire à deux mastodontes qui sont d'un côté les États-Unis, avec tout ce que l'on sait et qu'on rappelait tout à l'heure sur les GAFAM, et puis de
de l'autre, la Chine. Bon, il y a aujourd'hui évidemment des puissances intermédiaires qui ont aussi envie de tirer leur épingle du jeu. Peut-être tu peux nous en dire un mot, et peut-être puisque on est apparemment aujourd'hui entre lycéens français, même si je vois qu'il y a aussi des lycées à l'international, peut-être parler de la stratégie française en la matière. On a un petit peu parlé de Mistral tout à l'heure, mais évidemment c'était un peu rapide dans un magnéto de 3 minutes 30. Oui, alors Mistral, effectivement, c'est donc aussi une entreprise qui, un peu comme OpenAI, fait donc une IA générative qui peut répondre en français, qui est entraînée pour d'ailleurs bien répondre en français, puisque vous avez peut-être vu que les IA génératives n'ont pas tous et toutes la même façon de vous répondre. Et à l'échelle européenne, contrairement à une idée reçue, on n'est pas du tout perdu dans cette bataille de l'IA. On a des gens très très bien formés. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui vont devenir ingénieurs ou philosophes, ou même des gens qui vont réfléchir aussi à l'impact des IA sur nos vies, puis des gens qui vont devenir enseignants et qui accompagneront les élèves dans le fait de bien savoir les utiliser. Et donc, je pense qu'il faut savoir que les Européens ne sont pas du tout en retard. Il est vrai que, par exemple, sur les réseaux sociaux, les Européens n'ont pas su s'organiser. Mais si on regarde l'ensemble des aspects qui sont liés à Internet et au numérique, vous avez des entreprises françaises et européennes à tous les niveaux. Par exemple, on a l'impression qu'Internet, ce ne sont que des smartphones et des données qui volent dans l'air. En réalité, les entreprises qui sont les plus puissantes et les plus présentes dans la pose de câbles sous-marins par où transite plus de 90% du trafic Internet, ce sont des entreprises françaises. L'une des entreprises qui fabrique les machines qui permettent de fabriquer les puces dans les ordinateurs, ce sont des entreprises des Pays-Bas. Et donc, pour les IA génératives, on a donc Mistral, qui est l'une des entreprises qui, aujourd'hui, fabrique une intelligence artificielle générative qui est très largement au niveau. Et voilà, et donc je pense qu'il faut encourager toutes ces initiatives qui fabriquent de la technologie, mais de la technologie qui est, je dirais, raccord avec les valeurs qui fondent nos sociétés. Parce que, et là, je pense que c'est important de le mentionner ici, sur Internet, vous avez différents blocs. L'Internet que vous connaissez et que nous connaissons n'est pas du tout l'Internet des Chinois et n'est pas du tout l'Internet des Russes. Les Chinois, par exemple, pour parler d'eux, vivent depuis très longtemps, eux aussi, sur Internet, mais tout l'Internet est derrière une sorte de grande muraille qui est surveillée en permanence à la fois par des IA et par des humains, des sortes de méga-modérateurs, et qui surveillent tous les mots-clés qui semblent s'opposer au régime. Et donc, d'un certain point de vue, les Chinois sont aussi avancés que nous pour avoir, voire même parfois plus, pour avoir des IA génératives très performantes. Vous avez peut-être entendu parler de DeepSeek, par exemple, très récemment. Mais dans le même temps, tout ce qui est Internet chinois est en permanence sous un contrôle politique par le Parti communiste. Voilà. Et donc, évidemment, en tant qu'Européens, qui sommes sensibles à la liberté d'expression, à la liberté de l'accès à l'information, à la capacité des citoyens à s'informer librement, il faut absolument que nous soyons capables d'être aussi forts, voire plus forts, pour continuer de déployer des technologies qui sont conformes à nos valeurs. Une dernière question sur l'IA qui est en lien avec la guerre et donc le sujet aussi qu'on traitait au début. L'IA peut-elle avoir un impact sur le déroulé et même l'issue d'un conflit et peut-elle être une arme de guerre ? On voit bien déjà l'importance de l'intégration de la technologie IA dans les nouvelles armes de guerre en réalité. Et on voit bien notamment comment, vous savez, on parle beaucoup de robotisation du champ de bataille. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, sur le terrain ukrainien, l'importance des drones. Jamais on a autant fait la guerre avec des drones que depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Et ça nous renvoie déjà à la problématique de l'intelligence artificielle. C'est aussi ce qui explique, par exemple, que les Ukrainiens ont si mal vécu les derniers jours, puisque justement, ils étaient privés des capacités technologiques des États-Unis. Il y a eu beaucoup plus de morts et on ne le sait pas encore. Zelensky, pour l'instant, ne veut pas en parler, mais apparemment, vraiment, les Ukrainiens se sont retrouvés dans une sorte de semi-brouillard. Et ce brouillard, il était en réalité aussi lié à une opacité numérique. Voilà, donc oui, l'IA est évidemment déjà intégrée aux nouvelles manières de faire la guerre. On va évidemment aller de plus en plus loin dans ce nouveau phénomène, ce qui va poser des questions éthiques et juridiques absolument abyssales. Qu'est-ce qui se passe dès lors qu'il n'y a plus un être humain pour appuyer sur le bouton ? En fait, ça, c'est des débats qui existent déjà dans les instances internationales. C'est-à-dire que pour l'instant, certes, on parle de robots tueurs, mais on parle de robots tueurs qui continuent d'être déclenchés par des êtres humains. Or, on sait qu'il y a aujourd'hui des tests qui sont en cours qui vont complètement autonomiser ces robots-là. C'est-à-dire que vraiment, ça casse complètement le lien qui peut exister entre le robot et l'être humain. Mais ça renvoie à ce que vous expliquait Julien
tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut considérer qu'il faut jusqu'au bout demeurer actif face à ces nouvelles technologies. Il faut en garder la maîtrise humaine. À aucun moment on ne laisse la technologie prendre le dessus. On reste un être humain avec son intelligence humaine, son esprit critique et on garde la maîtrise. Voilà, ça me semble juste un message un peu rustique et basique, mais il faut le rappeler, quels que soient les sujets qu'on aborde sur ces questions numériques, que l'on parle des réseaux sociaux, que l'on parle de l'IA ou que l'on parle de la robotisation du champ de bataille. Oui, et je dirais, pour prolonger ce que tu dis, qu'évidemment, en Europe, on n'est pas du tout perdu par rapport à ça. Et par exemple, j'ai un exemple en tête que je trouve toujours intéressant. L'un des plus grands chercheurs en intelligence artificielle qui a été débauché par Facebook est donc un Français qui s'appelle Yann Lequin. Et vous avez un deuxième Français qui s'occupait des laboratoires d'intelligence artificielle pour Facebook, mais qui était basé à Paris et qui a été débauché par une industrie de défense européenne pour justement se dire qu'il était important de mettre sa compétence au service des Européens pour travailler et rester fidèle à l'ensemble de ces valeurs. Donc voilà, je pense qu'on est dans un monde qui bouge très vite, qui peut faire un peu peur, mais je pense que nous sommes en permanence responsables et capables de faire bouger des lignes, et c'est ce qu'on est en train d'observer en ce moment, et je pense que le numérique, c'est la continuation de tout ce qui a été abordé depuis tout à l'heure, de l'Ukraine, de Gaza, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réel est de part en part numérisé, et sur toutes ces questions, il est très important de bien comprendre ce qui se joue. Sur l'IA, il y a une question qui n'a pas été abordée dans le chat, mais qui est pourtant cruciale, c'est son coût énergétique et climatique, ce qui va nous permettre de passer au dernier magnéto de cette masterclass. Oh, quel génie de la transition. On en a un tout petit peu parlé dans notre magnéto tout à l'heure, et c'est ce que la France met beaucoup en avant, c'est de mettre en avant le fait que comme nous sommes une puissance nucléaire et que nous avons justement ces centrales nucléaires, notre intelligence artificielle coûterait moins cher. Parce que oui, on oublie toujours que pour faire fonctionner toutes ces nouvelles technologies, il faut de l'énergie bien sûr, et que nous, notre énergie nucléaire nous permet au fond d'avoir une intelligence artificielle moins coûteuse dans tous les sens du terme, sur le plan économique et sur le plan environnemental. Mais ça, en effet, c'est une transition magnifique pour parler de ce dernier sujet qu'on voulait aborder avec vous, évidemment les enjeux climatiques. Et on sait à quel point votre génération est plus au fait de ces sujets que les nôtres, c'est-à-dire que vous avez bien compris que c'était un enjeu majeur de votre monde et du monde qui vient, et que ce n'est pas un sujet que vous traitez à part d'ailleurs. En fait, ce sujet, vous le vivez quels que soient vos champs d'intérêt et vos secteurs d'activité. Vous avez compris la transversalité au fond de cet enjeu climatique. Alors évidemment, une nouvelle fois, je vais prononcer un mot, Trump. Le retour de Donald Trump de nouveau fait que la première puissance du monde semble vouloir s'exonérer de cette préoccupation-là. On sait qu'il y a énormément de climato-sceptiques qui gravitent autour de Trump, et Trump lui-même peut être considéré comme un climato-sceptique. Une nouvelle fois, comme il l'avait fait en 2016, il a signé d'une main rageuse un décret devant des caméras pour sortir de nouveau les États-Unis des accords de Paris. Alors vous allez revoir évidemment ces images-là, et vous allez voir aussi pourquoi, en fait, même juste d'un point de vue non pas climatique, mais d'un point de vue économique, pourquoi c'est inefficace et c'est un peu idiot. Parce que pendant ce temps, en parallèle, eh bien, la grande puissance concurrente des États-Unis, c'est-à-dire la Chine, eh bien, pour elle, c'est du pain béni. Elle va encore creuser son avance, notamment dans le domaine du photovoltaïque et des panneaux solaires, et notamment dans le domaine crucial du monde qui vient, les voitures électriques. Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des cartes. On commence avec cette image hier soir de Donald Trump signant le décret qui va de nouveau, comme lors de son premier mandat, sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, qualifié par Trump hier d'arnaque injuste et unilatérale. Trump a également décrété hier un état d'urgence énergétique pour relancer le forage pétrolier. Et il a annoncé la fin des aides allouées par l'administration Biden à l'achat de véhicules électriques. L'occasion pour nous de rappeler par les faits que la fin des subventions à l'économie verte va laisser le terrain à des concurrents des États-Unis, notamment la Chine, que les effets du dérèglement climatique sont aujourd'hui incontestables sur tous les continents et qu'ils frappent notamment les États-Unis, et que contrairement à ce que dit Trump, les Américains sont déjà les premiers producteurs de pétrole de la planète. Sortons nos cartes.
Les 3 principaux producteurs de pétrole sont les États-Unis, l'Arabie saoudite et la Russie. Ils totalisent 40% de la production. Pour le gaz, la concentration de la production est encore plus importante. 40% de la production est entre les mains des États-Unis et de la Russie. Ces dernières années, les Américains ont déjà plus que doublé leur production de pétrole, couvrant la quasi-totalité de leur consommation, ce qui leur a permis de réduire leur dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient. Et quasiment doublé également leur production de gaz, qui dépasse désormais leur consommation. En cause, l'exploitation des énormes réserves du pays en pétrole et en gaz de schiste. Cette exploitation a été rendue possible grâce à l'essor de la fracturation hydraulique, une technique désastreuse sur le plan écologique. Et à présent, je vous propose de regarder comment les États-Unis sont particulièrement victimes des effets du dérèglement climatique nié par Trump, avec notamment le phénomène des méga-feux. Ces derniers jours encore, les incendies historiques de Los Angeles, deuxième ville du pays, ont conduit à l'évacuation de 180 000 personnes, avec plus de 12 000 habitations et bâtiments détruits ou endommagés. Nos confrères de Radio-Canada ont analysé ce phénomène nommé « Climate Whiplash », un coup de fouet climatique, qui fait passer une région d'un extrême climatique à l'autre, soit 2 années de pluie et d'inondations en Californie, auxquelles ont succédé une sécheresse extrême depuis 1 an, ce qui a transformé une végétation luxuriante en combustible dangereux. Pour finir, revenons sur cette décision de Trump de mettre fin aux subventions mises en place par Biden pour l'achat de véhicules électriques. Qui va en bénéficier principalement? La Chine, soit la grande rivale des États-Unis, notamment sur le plan économique. En effet, à l'inverse de Trump, Pékin a mis en place une politique de subvention à l'achat massive qu'on estime à 57 milliards de dollars entre 2016 et 2022. La Chine dépasse déjà aujourd'hui les 20 millions de véhicules électriques vendus, soit 55% du marché mondial, devant l'Europe et ses plus de 11 millions de voitures, et laissant loin derrière les États-Unis et ses 4,8 millions. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. On vous invite donc à poser vos dernières questions dans le chat. Il nous reste à peu près 5 minutes sur les sujets géopolitiques. Ensuite, on en profitera pour demander à Émilie et Julien leur parcours respectif, parce que je vois que c'est quand même des questions qui vous intriguent beaucoup, de savoir aussi comment intégrer l'équipe du Dessous des cartes. Donc voilà, si vous avez des envies de stage ou des vocations en vous, on pourra en parler. Peut-être donc sur la Chine et les États-Unis, une première question qui nous vient, est-ce que d'autres régions que les États-Unis sont vulnérables aux incendies? Bien sûr. L'ère de ce qu'on appelle les méga-feux aujourd'hui, elle n'épargne aucun continent, puisqu'elle est liée à la baisse de la pluviométrie, donc à la sécheresse des sols particulièrement. Il y a aussi tout ce qui relève des incendies criminels, on en a beaucoup parlé, notamment lorsque ce phénomène a existé au Brésil. Donc non, pas uniquement du tout les États-Unis. Je vous renvoie à notre chaîne YouTube peut-être, ou sur arte.tv, parce qu'on a consacré un certain nombre d'épisodes justement à la fois les épisodes climatiques extrêmes, ces phénomènes de sécheresse et ces phénomènes d'incendie. C'est des sujets qu'on traite très régulièrement dans notre émission. Une question du lycée français de Jérusalem qui demande comment se fait-il, malgré la prise de conscience sur l'environnement, qu'il y ait si peu d'actions politiques qui soient mises en œuvre? Là encore, je ne sais pas si on peut en tirer un propos aussi général. Je pense que cela dépend de là où on regarde dans le monde. Avec Julien, on avait eu à cœur, par exemple, de rappeler que ce que fait l'Europe en la matière est tout sauf nul. On avait, tu te souviens, invité une jeune chercheuse qui était très réconfortante, en fait, qui rappelait quand même que tout ce qui a été mis en place par les Européens. Quand on dit l'Europe, ce n'est pas Bruxelles, ce n'est pas une personne, c'est les 27 États membres qui composent l'Europe. Tout ce qui a été fait en matière de développement des énergies renouvelables, par exemple, tout ce qui a été fait dans le domaine justement des voitures électriques, c'est absolument tout sauf dérisoire. Moi, je sais que je suis assez stupéfaite de la rapidité
rapidité à laquelle ça va, ce remplacement du champ automobile par de nouveaux moteurs. Alors je sais bien que le moteur électrique, ce n'est pas la panacée, qu'on peut aussi trouver qu'il y a des conséquences environnementales et climatiques qui ne sont pas absolument parfaites, mais en termes d'émissions de CO2, on sait malgré tout que c'est meilleur. Bon, la rapidité à laquelle ça va, regardez autour de vous, c'est absolument spectaculaire et vertigineux. Regardez par exemple aussi la problématique du tri des déchets. Là encore, dans un espace comme le nôtre, c'est-à-dire l'espace européen. Mais pas que, hein. Si vous allez au Maroc par exemple, et je crois qu'il y a des lycéens qui sont à Rabat et qui se sont connectés, le Maroc a mené une politique absolument exemplaire dans l'élimination des sacs plastiques par exemple. Le Rwanda, pareil. Donc ça va très vite. La politique du tri, la façon dont on est tous conscientisés sur cette problématique du tri, pardonnez-moi, je commence à fatiguer, ça va très vite. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de conscience citoyenne et qu'il n'y a pas non plus de conscience politique. Et je distingue les deux très volontairement. Il y a ce qui est fait par les politiques nationales, mais enfin c'est vrai quand même que les politiques environnementales, il faut qu'elles se pensent à une échelle multilatérale, et c'est ce que font les Européens. Et puis, il y a ce qui relève de chacun d'entre nous, c'est-à-dire que la conscience écologique, il y a ce que peuvent faire les dirigeants, mais il y a ce que aussi doivent et peuvent faire les citoyens. Et ça, moi, je trouve que ce qui se passe à l'échelle de votre génération est très réconfortant. La façon dont vous savez, par exemple, aujourd'hui, que c'est mieux d'éviter un transport en voiture quand on peut l'éviter, que c'est mieux de prendre 12 fois l'avion dans l'année. Tout ça, cette conscience-là, c'est une conscience qui est en train de se développer. Le Covid a apporté beaucoup. Par exemple, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire au lieu de payer des billets de train, de prendre des cars, de prendre des voitures, mais d'être là, je crois qu'on est à plus de 50 classes, donc on est des milliers tous ensemble ce matin à 12h24. Il y en a à Jérusalem, il y en a au Maroc, il y en a ici à Paris. C'est extraordinaire. Merci Internet. Et merci Internet. C'est à ça que je voulais revenir. C'est pas polluant. Voilà. Donc il se passe quand même des choses. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien dans ce domaine. Une dernière question sur ce sujet qui rebondit sur ce que vous venez de dire sur les déchets. Où vont toutes ces batteries électriques usagées? Est-ce qu'on les envoie dans d'autres pays qui stockent nos déchets? Comment cela se passe-t-il? Alors là encore, on va peut-être vous renvoyer à une émission du Dessous des cartes qu'on avait faite. En effet, il y a ce qu'on appelle les pays poubelles, pardon pour l'expression, mais ça s'appelle comme ça. Évidemment qu'on ne va pas résoudre ces problématiques-là si on se contente de délocaliser ceux qui polluent chez les autres. Et les autres, évidemment, ce sont toujours des pays plus pauvres que les grandes puissances. Donc oui, c'est une vraie problématique, justement. Comment est-ce qu'on se débarrasse de ces batteries? Donc encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que j'avais bien conscience que les voitures électriques n'étaient pas la panacée. On sait bien qu'il y a cette problématique d'élimination de ces batteries en général et de certains, on appelle ça les nouveaux déchets en particulier. Il y a cette problématique des pays pauvres qui suppose en effet de penser un dispositif juridique qui fait qu'on sait où est-ce qu'on envoie nos déchets. Et que bon, c'est le principe aussi du pollueur-payeur. C'est-à-dire plus on pollue, plus on doit aussi être le pays qui paye et avoir bien conscience en effet que ces effets dominos qui fait que nous on pollue moins, mais c'est pour s'en débarrasser chez les pays pauvres, c'est évidemment pas comme ça qu'on va inventer un monde plus vert, qu'on va éviter le réchauffement climatique, ou en tout cas essayer de le contenir. Mais ça revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est que ces problématiques-là, elles ne se pensent pas à l'échelle nationale. Il faut les penser à l'échelon du multinational, à l'échelle de la planète. Sinon, ça n'a pas grand sens. Tu veux ajouter quelque chose ? Oui, enfin, il y a le déchet, mais il y a aussi la production. Et en fait, pour gérer la transition, il y a l'extraction des ressources qui sont nécessaires pour fabriquer les batteries. Et il se trouve que beaucoup de ces ressources ne sont pas forcément dans les pays riches ou chez les grandes puissances. Et que donc là aussi, on se retrouve avec la nécessité d'être vraiment regardant et de bien réfléchir à la façon dont on extrait les ressources, souvent dans des pays pauvres, pas toujours structurés politiquement pour équilibrer notre façon de commercer avec eux. Et donc voilà, il faut être vigilant sur le fait que c'est un enjeu global et que donc on a intérêt à construire ensemble des solutions qui vont dans l'intérêt de tout le monde, que l'on soit basé en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Asie. Enfin voilà, je pense que c'est très important de le dire. Et la deuxième chose à laquelle je songeais et qui rejoint aussi la question de l'IA, c'est que en un certain sens, aujourd'hui, on parlait de l'accès à l'information et comment les IA génératives parfois peuvent porter des discours qui ne sont pas adaptés par rapport à ça. Donald Trump, pour parler encore de lui, est en train de débrancher des sites internet où plein de connaissances sur le climat et la transition écologique étaient présentes, financées par de l'argent public américain ou international. Et aujourd'hui, débrancher ces bases de données, c'est nous couper de l'accès à toutes ces connaissances si précieuses
pour gérer la transition qui vont donc de la production d'électricité et d'énergie jusqu'aux déchets et à leur impact sur l'environnement. Donc je pense qu'il y a un vrai combat là sur l'accès à l'information et sur le fait d'être vigilant en tant que citoyen, sur le fait de rester suffisamment vigilant pour que ces données restent accessibles pour le plus grand nombre. Merci. En parlant d'accès à l'information, je vous propose de donner le mot de la fin à Julien qui va nous parler de l'infolettre. Ah, très bien. C'est l'atelier pratique qui commence. Alors, je suis désolé dès à présent pour les enseignants parce que pour ceux qui ont des smartphones dans les classes, c'est peut-être l'occasion de le sortir, de le dégainer. Donc, vous pouvez le sortir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a créé un QR code qui doit vous permettre très facilement de vous inscrire donc à la newsletter. Encore une fois, la newsletter, c'est un média lent. Il n'arrive qu'une seule fois par semaine dans votre messagerie. Il arrive même à 10h30 très précisément. On le fabrique toute la semaine avec toute l'équipe. Émilie, Pierre, Marion, voilà, on y réfléchit. On met des liens, on met les vidéos, des articles. On parle d'accès à l'information. On vous dirige même vers ce que des collègues à nous font aussi ailleurs et qui parfois complètent tout ce qu'on fait. Donc, vous prenez le QR code en photo, vous vous inscrivez, vous validez même une deuxième fois votre inscription, parce que comme on est respectueux des réglementations européennes, on ne force pas les gens à s'inscrire, on leur propose de s'inscrire et ils peuvent le valider. Voilà, prenez le temps de le faire. Et une fois que vous êtes inscrit, donc, dès demain matin, à 10h30, vous recevrez cette newsletter. Et je crois, Mathilde, que de toute façon, chaque classe recevra un petit mail pour ceux qui n'ont pas le temps de le faire ou pour celles et ceux qui ont des professeurs qui se sont mis en travers de la classe en disant « Ne sortez pas votre smartphone ». Si, allez-y. Voilà. Vous pouvez vous inscrire a posteriori. Encore une fois, c'est gratuit. Il y a même une adresse mail pour toute l'équipe. Vous pouvez même nous contacter quand vous n'avez pas compris quelque chose, quand vous avez envie de nous faire savoir que vous avez une source de curiosité, une question. Faites-le comme vous le faites sur YouTube dans les commentaires. Et vraiment, on les lit tous. On en prend connaissance, donc n'hésitez pas. Et surtout quand même, et ça sera peut-être le mot de la fin, même pour réviser le baccalauréat, pour réviser vos examens, pour vous tenir au courant de l'actualité si vous n'avez pas le temps, c'est vrai que c'est un outil qui est assez utile. Voilà. Et merci d'avoir été si nombreux ce matin. Incroyable. Ça fait très, très plaisir. Merci beaucoup. Vous recevrez donc, comme le disait Julien, dans vos boîtes mail le replay de cette masterclass ainsi que toutes les informations pour vous abonner aux prochains événements et à la newsletter du Dessous des cartes. Merci beaucoup à nos invités, Julien, Émilie, pour cette magnifique masterclass et merci à toutes les classes qui se sont connectées. Et merci à Ducarté. À bientôt. Au revoir. Bon week-end.